La salle à manger scintillait sous les chandeliers quand Alix de Rosières, verre de cristal en main, décocha un regard méprisant à sa sœur cadette. Hélène serra imperceptiblement sa serviette, le dos droit malgré l'humiliation qui montait comme une vague glacée. Les invités se figèrent lorsque la voix tranchante d'Alix prononça ces mots cruels. « Aucun homme ne veut d'une veuve ». Un silence embarrassé s'abattit sur la table somptueuse jusqu'à ce que le duc Lucien de Montfaucon se lève avec une lenteur délibérée, son regard d'acier fixé non pas sur Alix mais sur Hélène. Dans la lumière vacillante des bougies, ses traits austères semblaient sculptés dans la pierre, et pourtant quelque chose dans sa posture trahissait une résolution qui allait, en quelques mots seulement, bouleverser l'ordre établi du Paris aristocratique de 1873. Paris, 1873. Dans les salons feutrés du faubourg Saint-Germain, les réputations se construisaient et se détruisaient au rythme des saisons mondaines. Parmi les figures qui naviguaient dans ces eaux périlleuses, Hélène de Rosières occupait une position particulièrement délicate. Veuve depuis 2 ans, Hélène avait rejoint la demeure de sa sœur aînée, la comtesse Alix de Rosières, après la mort prématurée de son époux. À 26 ans, elle se trouvait dans cet entre-deux social qui caractérisait les veuves de bonne famille, ni jeune fille à marier, ni matrones établies. Sa beauté discrète, ses manières irréprochables et son intelligence vive auraient dû lui assurer une place respectée. Pourtant, sous la tutelle vigilante d'Alix, Hélène semblait s'effacer, chaque jour davantage. Une veuve doit savoir rester à sa place, répétait souvent Alix lors des préparatifs des dîners qu'elle organisait avec une précision militaire. La discrétion est ton seul atout désormais. Et Hélène obéissait, vêtue de noir ou de gris, assise légèrement en retrait, souriant avec mesure, parlant peu. Elle avait appris à ne pas incommoder. Dans ce même Paris, le duc Lucien de Montfaucon représentait une toute autre force. À 40 ans, ce veuf sans enfant était l'une des figures les plus respectées et les plus mystérieuses de la haute société. On ne l'invitait pas pour son charme, il en possédait peu ni pour sa fortune, bien qu'elle fût considérable. On l'invitait pour son jugement. Un mot du duc pouvait ouvrir ou fermer des portes, redorer un blason terni ou achever une réputation chancelante. Sa parole était rare mais définitive. Derrière son apparence austère et ses yeux gris qui semblaient tout observer sans jamais se laisser surprendre, le duc portait le poids d'une autorité morale que personne n'osait contester. Ces deux êtres si différents, en apparence, allaient voir leur destin s'entremêler lors d'un dîner qui marquerait le début d'une histoire que tout Paris commenterait pendant des mois. La salle à manger des Rosières resplendissait ce soir-là. 24 convives étaient disposés autour de la table oblongue recouverte d'une nappe de dentelle immaculée. Les domestiques se déplaçaient avec une discrétion parfaite, servant les plats selon un balai millimétré que la comtesse Alix avait orchestré dans les moindres détails. Hélène occupait sa place habituelle, à l'extrémité opposée de sa sœur. Elle portait une robe de soie noire sobre mais élégante avec pour seul ornement un camée ancien retenu par un ruban de velours à son cou. Ses cheveux châtains étaient coiffés en un chignon bas qui dégageait son visage au trait fin. Elle écoutait poliment la conversation de son voisin de droite, un colonel à la retraite qui dissertait sur les mérites comparés des différentes races de chevaux. Le duc de Montfaucon, quant à lui, était assis à la droite d'Alix, place d'honneur que celle-ci lui réservait, invariablement. Il répondait avec courtoisie aux questions qu'on lui posait, mais son regard semblait parfois se perdre au-delà des convives, comme si une partie de lui-même demeurait ailleurs. Le dîner progressait agréablement. On en était au gibier accompagné d'un Bordeaux que le sommelier venait de servir avec déférence, lorsque la conversation prit un tour inattendu. Ma chère Hélène, lança Alix d'une voix suffisamment forte pour attirer l'attention de toute la table, je dois absolument vous présenter le fils des Valmont, un jeune homme charmant qui vient d'hériter du domaine de son oncle en Touraine. Hélène leva les yeux de son assiette, surprise d'être ainsi mise en avant. C'est très aimable à vous, ma sœur, répondit-elle doucement. Oh, ne me remerciez pas, poursuivit Alix avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est le moins que je puisse faire, bien que franchement je doute que cela aboutisse à quoi que ce soit. Un silence curieux s'installa. Plusieurs convives échangèrent des regards, pressentant le malaise à venir. Et pourquoi donc, demanda innocemment la baronne de Mérignac, une amie d'Alix connue pour son goût du drame social. Alix prit une gorgée de vin avant de répondre, savourant visiblement l'attention qu'elle avait suscitée. Eh bien ma chère, soyons réalistes. Aucun homme ne veut d'une veuve. La phrase tomba comme un couperet. Quelques rires nerveux fusèrent, rapidement étouffés. Le colonel à côté d'Hélène se racla la gorge, soudain absorbé par le contenu de son verre. Hélène sentit le sang quitter son visage, mais elle maintint son dos droit et son expression composée. Ce n'était pas la première fois que sa sœur l'humiliait ainsi sous couvert de plaisanteries mondaines. Elle avait appris à encaisser ses coups avec une dignité silencieuse. Voyons, Alix, intervint mollement la marquise de Saint-Pré, ce que vous dites là est un peu sévère. Sévère.
Je suis simplement lucide, rétorqua Alix. Un homme cherche une épouse fraîche, sans histoire, sans comparaison possible. Une veuve a déjà appartenu à un autre. Et puis il y a toujours cette question que l'on se pose, pourquoi son mari est-il mort si jeune, n'est-ce pas, Hélène? Cette dernière pique, si directe, si cruelle, fit tressaillir Hélène. Elle sentit les regards peser sur elle, mélange de pitié et de curiosité malsaine. Sa gorge Sarah. Que pouvait-elle répondre sans aggraver son humiliation? C'est alors qu'un mouvement attira l'attention générale. Le duc de Montfaucon venait de poser sa serviette et se levait lentement. Tous les regards convergèrent vers lui. Il était inhabituel qu'un convive se lève ainsi avant le dessert et plus inhabituel encore que ce fût le duc, connu pour son respect scrupuleux des convenances. « Madame, dit-il en s'adressant à Alix d'une voix calme mais ferme, je vous remercie pour ce dîner excellent. » Puis se tournant vers Hélène qui se trouvait à l'autre bout de la table, il inclina légèrement la tête et prononça ces mots qui allaient résonner dans tous les salons parisiens dès le lendemain. « Madame de Rosières, permettez-moi de contredire votre sœur. Si aucun homme ne veut d'une veuve, alors je serai cet homme. J'aurai l'honneur, si vous me le permettez, de vous rendre visite demain à 4 heures. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Alix, le visage figé dans une expression d'incrédulité, ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire. Hélène, quant à elle, leva les yeux vers le duc. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent véritablement. Ce qu'elle y lut n'était ni pitié ni désir, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant, une reconnaissance. Comme s'il la voyait, Hélène, au-delà du voile de veuve, qui la définissait aux yeux du monde. « Ce sera avec plaisir, monsieur le duc, répondit-elle simplement. Lucien de Montfaucon s'inclina une dernière fois, adressa un signe de tête à l'assemblée et quitta la pièce d'un pas mesuré. Les conversations reprirent aussitôt, en un bourdonnement excité que même les efforts d'Alix pour ramener l'ordre ne parvinrent pas à contenir. Le dessert fut servi dans une atmosphère électrique. Hélène mangea sans goûter, consciente que sa vie venait de basculer. Non pas parce qu'un duc puissant s'était déclaré, si tant est que c'était bien ce qu'il avait fait, mais parce que pour la première fois depuis la mort de son mari, quelqu'un avait brisé le silence compassé qui l'entourait. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Hélène se regarda longuement dans le miroir. Elle n'était plus seulement la veuve de Rosières. Elle était de nouveau une femme que l'on regardait. Dès le lendemain, tout Paris bruissait de l'incident. Dans les boudoirs élégants du faubourg Saint-Germain, dans les fumoirs discrets des clubs masculins, on ne parlait que de cela. Le duc de Montfaucon avait publiquement pris position en faveur d'une veuve humiliée. C'est un geste chevaleresque, affirmaient certains. C'est une folie, murmuraient d'autres. Il doit y avoir une raison cachée, suggéraient les plus perspicaces. Pour Hélène, cette soudaine attention était aussi déstabilisante qu'éprouvante. Habituée à se fondre dans l'ombre, elle se retrouvait brutalement exposée à la lumière crue de la curiosité mondaine. La matinée suivant le dîner, 3 cartes de visite furent déposées sur le plateau d'argent de l'entrée. Des dames qui la veille encore saluaient à peine Hélène souhaitaient maintenant lui rendre visite. « Alex les intercepted done just vif. Je m'en occuperai, dit-elle sèchement. Vous n'êtes pas en état de recevoir. » Hélène observa sa sœur. Le visage d'Alix, d'ordinaire si composé, trahissait une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à dissimuler entièrement. L'intervention du duc avait ébranlé son autorité, et rien n'était plus important pour Alix que le contrôle. « Je me sens parfaitement bien, répondit calmement Hélène, et je recevrai mes visites moi-même. » Les deux sœurs se regardèrent un instant, mesurant ce qui venait de changer entre elles. Alix fut la première à détourner les yeux. « Comme vous voudrez. Mais n'oubliez pas que votre réputation est aussi la mienne. Je ne l'oublie jamais, ma sœur. » À 4 heures précises, le duc de Montfaucon fut annoncé. Hélène l'attendait dans le petit salon bleu, vêtue d'une robe gris-perle qui adoucissait la sévérité habituelle de sa tenue. Elle avait choisi de recevoir seule, malgré les protestations d'Alix qui insistait sur la nécessité d'un chaperon. « Je suis veuve, pas jeune fille », avait-elle rappelé, et le duc n'est pas un jeune homme impétueux. Lucien entra d'un pas mesuré, s'inclinant avec une politesse formelle. De près, son visage austère révélait des détails que l'on ne remarquait pas à distance, une légère cicatrice près de la tempe droite, des yeux gris non pas froids mais vigilants, et des traits qui, sans être beaux, possédaient une force indéniable. « Madame, je vous remercie de me recevoir, dit-il en prenant place dans le fauteuil qu'elle lui désignait. « C'est moi qui dois vous remercier, monsieur le duc, répondit Hélène. Votre intervention hier soir était inattendue. » Un silence s'installa, non pas embarrassé mais expectatif. Hélène sentait qu'il y avait plus dans ce geste que ce que le monde extérieur pouvait percevoir. « Je n'aime pas l'injustice, dit-il finalement. Et ce que votre sœur a fait était injuste. L'injustice est monnaie courante dans nos cercles, monsieur. Pourquoi intervenir précisément à ce moment-là ?
Le duc la considéra un instant comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait s'avancer. « Disons que j'ai une dette envers vous, madame, une dette. Mais nous nous connaissons à peine. Les dettes ne sont pas toujours contractées directement. » Cette réponse énigmatique laissa Hélène perplexe, mais elle n'eut pas l'occasion d'approfondir. La porte s'ouvrit sur Alix qui entra comme si sa présence était parfaitement naturelle. « Monsieur le duc, quelle joie de vous revoir si tôt, dit-elle avec un sourire forcé. J'espère que ma sœur vous a convenablement remercié pour votre intervention d'hier soir. Votre sœur n'a pas besoin de conseils pour savoir comment se comporter, madame, répondit Lucien avec une froideur polie. Alix tressaillit imperceptiblement. Elle n'était pas habituée à être remise à sa place, surtout pas devant Hélène. La visite se poursuivit dans une atmosphère tendue. Alix monopolisa la conversation, parlant de tout et de rien, visiblement déterminée à ne pas laisser Hélène et le duc échanger plus que des banalités. Lorsque Lucien prit congé, il s'inclina devant Hélène avec une déférence qui n'échappa à personne. « J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, madame, dit-il. »« Ce serait avec plaisir, monsieur le duc, répondit-elle. Après son départ, Alix se tourna vers sa sœur, les lèvres pincées. « Ne te fais pas d'illusions. Hélène, le duc joue un jeu dont tu ignores les règles. » « Peut-être, répondit doucement Hélène. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens visible. » Et tandis qu'elle prononçait ces mots, Hélène réalisait leur profonde vérité. Que importaient les motivations du duc, qu'elles fussent nées de la pitié, du devoir ou d'autre chose, il lui avait rendu ce que la mort de son mari et l'attitude de sa sœur lui avaient progressivement ôté, son existence aux yeux du monde. La semaine qui suivit transforma radicalement la position d'Hélène dans la société parisienne. Les invitations, rares auparavant, se multiplièrent. On la plaçait désormais à des tables d'honneur, on sollicitait son avis, on remarquait ses toilettes. Ce n'était pas tant qu'elle était soudain appréciée pour elle-même, mais plutôt qu'elle était devenue un objet de curiosité, la veuve que le duc avait distinguée. Hélène observait ce changement avec un mélange d'amusement et de lucidité. Elle n'était pas dupe de cette soudaine attention, mais elle ne pouvait nier qu'après des mois d'invisibilité sociale, cette reconnaissance, même intéressée, lui procurait un certain plaisir. Le duc, quant à lui, maintenait une présence discrète mais constante. Il ne cherchait pas à l'accaparer lors des événements mondains, se contentant de la saluer avec une déférence marquée. Parfois leurs regards se croisaient à travers une salle bondée, et Hélène y lisait une compréhension qui la troublait, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait face à ce tourbillon social. Un soir, lors d'un dîner chez la marquise de Breuil, Hélène arriva légèrement en retard. La salle à manger était déjà pleine, les convives debout derrière leurs chaises, attendant que la maîtresse de maison donne le signal de s'asseoir. Hélène hésita un instant, cherchant sa place, lorsqu'elle aperçut le duc. Il se tenait près d'une chaise sur laquelle il avait posé sa serviette blanche, clairement visible. Leurs yeux se rencontrèrent, et il inclina imperceptiblement la tête vers le siège à côté du sien. Ce geste simple, presque anodin, était en réalité lourd de sens dans leur monde codifié. En réservant ostensiblement une place pour elle, le duc signifiait publiquement son estime. Sans emphase, sans déclaration grandiloquente, il lui accordait une protection sociale que personne n'oserait contester. Hélène traversa la salle, consciente des regards qui la suivaient, et prit place à côté de lui. « Merci, monsieur le duc, dit-elle simplement. « C'est un plaisir, madame, répondit-il, puis baissant légèrement la voix. Les salles à manger peuvent parfois ressembler à des champs de bataille. Il est bon d'avoir des alliés. Est-ce ce que nous sommes, des alliés ?» Un sourire fugace adoucit les traits austères du duc. « J'aimerais le croire. » La soirée se déroula agréablement. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène se sentit à l'aise, non pas tolérée, mais accueillie. Le duc ne monopolisa pas son attention, conversant naturellement avec ses autres voisins, mais sa présence à ses côtés agissait comme un bouclier invisible contre les remarques désobligeantes ou les regards apitoyés auxquels elle était habituée. Après le dîner, alors que les hommes rejoignaient les dames au salon, Lucien s'approcha d'Hélène qui se tenait près d'une fenêtre, légèrement à l'écart. « J'espère que vous me pardonnerez ma présomption de tout à l'heure, dit-il. »« Quelle présomption ? Vous m'avez simplement offert une place à table. J'ai pris une liberté sans vous consulter. Ce n'est pas dans mes habitudes. » Hélène le considéra un instant. Cet homme puissant qui pouvait d'un mot faire ou défaire des réputations se souciait de savoir s'il avait outrepassé les limites de la bienséance. « Dans ce cas, je vous donne rétrospectivement mon autorisation, répondit-elle avec un léger sourire. « Tima gratitude. » Le duc s'inclina, puis sembla hésiter, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Finalement, il se contenta de dire « Vous brillez ce soir, madame. C'est un plaisir de vous voir ainsi. » Ces mots simples touchèrent Hélène plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Non pas parce qu'il flattait sa vanité, mais parce qu'il reconnaissait sa métamorphose.
Elle qui avait été si longtemps confinée dans l'ombre de son veuvage retrouvait progressivement sa place dans le monde. Les jours suivants virent se multiplier ces petits gestes significatifs. Lors d'une promenade aux Tuileries, le duc ajusta avec une délicatesse surprenante le broche de son manteau qui menaçait de se détacher. À l'opéra, il lui offrit son bras pour monter le grand escalier, la présentant aux personnes qu'il croisait non pas comme la veuve de Rosières, mais comme Madame Hélène de Rosières, une nuance subtile mais cruciale qui la définissait par elle-même, et non par son défunt mari. Chacun de ces moments était empreint d'un respect qui dépassait la simple courtoisie mondaine. Le duc ne cherchait pas à la posséder ou à l'impressionner. Il semblait plutôt déterminé à lui rendre, geste après geste, la dignité que le monde lui avait peu à peu retirée. Un soir, alors qu'il la raccompagnait à sa voiture après un concert, Hélène se surprit à penser qu'elle commençait à voir en lui non plus seulement le puissant duc de Montfaucon, mais Lucien, un homme dont la réserve cachait une attention aux autres qu'elle n'avait rencontrée que rarement. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, notant son expression pensive. « Je pensais que vous êtes différent de ce que l'on dit de vous. Et que dit-on de moi? Que vous êtes sévère, inflexible, que votre jugement, une fois prononcé, est sans appel. » Il considéra ces mots un instant, puis répondit avec une franchise inattendue. Ces descriptions ne sont pas entièrement fausses. Mais peut-être que comme vous, je suis plus que ce que le monde voit. Cette réponse resta avec Hélène longtemps après qu'ils se furent séparés. Pour la première fois, elle entrevoyait que derrière les gestes attentionnés du duc se cachait peut-être une vérité plus complexe, une histoire qui attendait d'être révélée. Le salon de la comtesse de Mérignac était réputé pour ses conversations intellectuelles et son atmosphère légèrement moins formelle que celle des autres grandes maisons parisiennes. C'est là qu'Hélène se rendait ce soir-là, accompagnée pour la première fois du duc de Montfaucon qui avait proposé de l'y conduire. Leur arrivée ensemble suscita des regards curieux mais discrets. En quelques semaines, leur association était devenue un fait accepté dans les cercles mondains, bien que la nature exacte de leur relation restât un sujet de spéculation. Certains parlaient déjà de mariage, d'autres d'une simple alliance de convenance. La comtesse les accueillit avec chaleur, particulièrement satisfaite d'avoir attiré le duc, qui n'était pas connu pour fréquenter assidûment les salons littéraires. « Monsieur de Montfaucon, quel honneur! Et Madame de Rosières, vous êtes ravissante ce soir. Venez, nous discutions justement des nouveaux courants philosophiques. Je suis certaine que vos opinions nous intéresseront. » Le petit groupe auquel ils se joignirent était composé d'intellectuels et d'aristocrates éclairés. La conversation, animée sans être bruyante, portait sur les idées de progrès social qui commençaient à circuler même dans les milieux conservateurs. Ce qui manque à notre époque, disait un professeur à la Sorbonne, ce sont des hommes de principe prêts à défendre leurs convictions, même face à l'adversité. Comme le baron de l'Estrade, intervint un jeune homme que Hélène ne connaissait pas. Son pamphlet sur la corruption dans les colonies a fait grand bruit l'an dernier. Ou comme Édouard de Rosières, ajouta une dame âgée, ses positions sur la moralité publique étaient admirables, bien que trop en avance sur leur temps. Hélas, un silence soudain tomba sur le groupe. Tous les regards se tournèrent vers Hélène, certains embarrassés, d'autres simplement curieux. Édouard de Rosières, son défunt mari. Hélène sentit une tension immédiate émaner du duc à ses côtés. Elle tourna légèrement la tête vers lui et fut surprise par ce qu'elle vit. Lucien, habituellement si maître de lui-même, avait pâli visiblement. Ses doigts crispés sur son verre semblaient prêts à le briser. Édouard était en effet un homme de conviction, dit Hélène calmement, tentant de dissiper le malaise, bien que ses méthodes aient parfois manqué de diplomatie. La diplomatie, murmura le duc d'une voix étrangement altérée, est souvent le masque de la lâcheté. Tous se tournèrent vers lui, surpris par cette intervention inattendue et par le ton qu'il avait employé, non pas celui du juge impartial qu'il incarnait habituellement, mais celui d'un homme touché personnellement. « Vous connaissiez mon mari, monsieur le duc ?» demanda Hélène, soudain consciente qu'elle touchait peut-être à la clé du mystère qui entourait l'intérêt de Lucien pour elle. Le duc sembla revenir à lui-même, reprenant le contrôle de ses émotions avec un effort visible. « Nous avons eu quelques échanges, répondit-il vaguement, puis se tournant vers leur hôtesse, « Madame la comtesse, je vous prie de m'excuser. Je viens de me souvenir d'une affaire urgente qui requiert mon attention. » Sans attendre de réponse, il s'inclina brièvement et quitta le salon d'un pas rapide, laissant Hélène et les autres convives dans un état de confusion polie. La conversation reprit, prudemment détournée vers des sujets moins sensibles, mais Hélène n'écoutait plus. Son esprit tournait et retournait ce qui venait de se produire. La réaction du duc au nom d'Édouard n'était pas celle d'une simple connaissance. Il y avait là une émotion profonde, presque violente, qui contrastait avec la maîtrise habituelle de Lucien. Quelque chose liait ces deux hommes, quelque chose d'important, peut-être même de douloureux. Et soudain, les attentions du duc prirent une nouvelle dimension dans l'esprit d'Hélène. S'il s'était rapproché d'elle, était-ce vraiment pour elle-même? Ou était-ce en raison de ce lien mystérieux avec Édouard?
Cette pensée la troubla profondément. Elle qui commençait à voir en Lucien plus qu'un protecteur social, plus qu'un allié contre la cruauté du monde, se trouvait maintenant confrontée à un doute fondamental sur ses motivations. Lorsqu'elle quitta le salon de la comtesse plus tôt qu'elle ne l'avait prévu, Hélène était habitée par une résolution nouvelle. Avant de laisser ses sentiments naissants pour le duc s'épanouir davantage, elle devait découvrir la vérité sur ce qui le liait à son défunt mari. Car si elle avait appris une chose durant ses années de mariage avec Édouard, c'était que les secrets, une fois révélés, pouvaient détruire même les relations les plus solides. Et Hélène avait déjà trop souffert pour s'exposer à une nouvelle blessure sans avoir les yeux grands ouverts. Les jours qui suivirent l'incident du salon de la comtesse de Mérignac furent marqués par un changement subtil mais perceptible dans l'attitude d'Hélène envers le duc. Sans rompre ouvertement avec lui, elle instaura une distance délicate mais ferme. Elle déclina poliment une invitation à visiter sa propriété à la campagne. Lors d'un bal, elle limita leur danse à une seule valse, alors qu'auparavant ils en partageaient au moins deux. Et quand il lui offrit son bras pour une promenade dans le jardin des Tuileries, elle s'excusa, prétextant une migraine. Cette réserve nouvelle n'échappa pas à Lucien. Il l'observait avec une attention accrue, son regard gris cherchant dans ses gestes et ses paroles une explication à ce recul. Mais il respectait trop sa dignité pour l'interroger directement. Il se contenta d'accepter cette distance avec une résignation qui semblait teintée de compréhension, comme s'il s'attendait à cette réaction. Alix, en revanche, nota ce refroidissement avec une satisfaction à peine dissimulée. Depuis l'intervention du duc lors du dîner, elle avait perdu une partie de son emprise sur sa sœur et sur leur cercle social. La perspective de voir Hélène reprendre sa place de veuve discrète et dépendante lui convenait parfaitement. « Je vois que votre amitié avec le duc semble s'essouffler, remarqua-t-elle un matin, alors qu'Hélène prenait son petit déjeuner dans le jardin d'hiver de leur hôtel particulier. « Nos relations sont cordiales comme toujours, répondit Hélène sans lever les yeux de son livre. Bien sûr, mais peut-être est-il temps de considérer des options plus réalistes. Hélène leva enfin les yeux, méfiante. Que voulez-vous dire, Alix? Le vicomte de Chavannes a exprimé un intérêt pour vous. Il est veuf depuis peu, cherche une mère pour ses enfants. Ce serait une alliance convenable. Le vicomte a 60 ans, si je ne m'abuse, et une fortune considérable, ainsi qu'un nom respecté. À votre âge et dans votre situation, Hélène, vous ne pouvez pas vous permettre d'être difficile. » Ces mots si semblables à ceux qui avaient déclenché l'intervention du duc firent naître un sourire ironique sur les lèvres d'Hélène. « Il me semble avoir entendu qu'aucun homme ne veut d'une veuve. Le vicomte serait-il l'exception ?» Alix rougit légèrement, mais se reprit vite. « Ne soyez pas impertinente. Le vicomte cherche une compagne discrète et expérimentée, pas une jeune écervelée. C'est précisément votre statut de veuve qui vous rend appropriée à ses yeux, comme une domestique expérimentée serait appropriée pour tenir sa maison. Vous déformez mes propos délibérément. Je les clarifie, ma sœur. » Un silence tendu s'installa entre elles. Hélène reprit son livre, signifiant que la conversation était terminée. Mais intérieurement, elle était troublée. Non par la proposition d'Alix, elle n'avait aucune intention d'épouser le vieux vicomte, mais par sa propre situation. Si elle prenait ses distances avec le duc, que lui restait-il? Retournerait-elle à son existence effacée d'avant ou pire? Serait-elle poussée dans un mariage de convenance avec un homme qui la verrait comme une solution pratique à ses problèmes domestiques? Cette réflexion l'accompagna tout au long de la semaine. Lors d'une réception chez les Valmont, elle observa Lucien qui se tenait à l'écart, conversant avec un petit groupe d'hommes. Il ne cherchait plus à se rapprocher d'elle, respectant la distance qu'elle avait instaurée. Cette retenue, paradoxalement, ne fit qu'augmenter l'estime d'Hélène pour lui. Combien d'hommes auraient ainsi respecté son choix sans exiger d'explication? Pourtant, lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle, elle y lut une tristesse qui la toucha. Ce n'était pas le regard blessé d'un homme dont l'orgueil avait souffert, mais celui de quelqu'un qui portait un fardeau bien plus lourd. À ce moment précis, Hélène prit conscience qu'elle se trouvait à un carrefour. Elle pouvait continuer à se protéger, maintenir cette distance sécurisante, peut-être même accepter un mariage comme celui que proposait Alix, un arrangement social sans risque émotionnel, où elle pouvait chercher la vérité, quelle qu'elle soit, sur le lien entre Lucien et Édouard. Cette vérité pourrait détruire le fragile édifice de respect et d'affection qui s'était construit entre eux. Mais l'alternative, vivre dans l'incertitude, ou pire, dans l'illusion, lui semblait soudain intolérable. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène rédigea une brève note qu'elle fit porter au duc dès le lendemain matin. « Monsieur le duc, si vos obligations vous le permettent, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé sur un sujet important. Je serai seul au salon bleu demain matin à l'aube, avant que la maison ne s'éveille. Avec mon respect, Hélène de Rosières. » La réponse arriva moins d'une heure plus tard, simple et directe. « J'y serai. »
elle. Tandis qu'elle relisait ce billet laconique, Hélène sentit un mélange d'appréhension et de détermination l'envahir. Demain, elle saurait. Pour le meilleur ou pour le pire, les masques tomberaient enfin. L'aube teintait à peine les fenêtres du salon bleu lorsqu'Hélène y pénétra. La pièce gardait encore les traces de la soirée de la veille, quelques verres oubliés des cendriers pleins, une écharpe de soie abandonnée sur un fauteuil. Les domestiques ne commenceraient leur ronde qu'une heure plus tard, laissant ce moment suspendu entre la nuit et le jour, entre la fête passée et l'ordre à venir. Hélène avait à peine dormi. Vêtue d'une simple robe de jour bleu pâle, les cheveux relevés sans artifice, elle semblait plus jeune et plus vulnérable que lors de ses apparitions mondaines soigneusement orchestrées. Elle s'approcha d'une fenêtre, observant la rue encore déserte où la lumière grise de l'aube transformait Paris en une ville fantôme. Le bruit discret de la porte qui s'ouvrait la fit se retourner. Le duc entra, refermant doucement derrière lui. Lui aussi portait une tenue simple, redingote sombre, gilet gris, cravate nouée avec moins de soin qu'à l'ordinaire. Son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil. « Madame, dit-il en s'inclinant légèrement, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous ai convoqué, monsieur le duc, répondit Hélène avec un léger sourire. C'est donc à moi de vous remercier d'être venu. Un silence s'installa, non pas embarrassé, mais chargé d'attente. Par la fenêtre entr'ouverte, les premiers bruits de la ville qui s'éveillaient leur parvenaient, le pas d'un cheval, l'appel lointain d'un marchand, le grincement d'une charrette. « Vous aviez quelque chose à me demander, dit finalement Lucien. Hélène prit une profonde inspiration. Maintenant qu'il était là face à elle, les questions qu'elle avait soigneusement préparées semblaient soudain maladroites, presque accusatoires. Mais elle devait savoir. L'autre soir, chez la comtesse de Mérignac, vous avez réagi étrangement lorsque le nom de mon mari a été mentionné. Le duc ne détourna pas le regard, mais elle vit ses mains se crisper légèrement. En effet, vous le connaissiez mieux que vous ne l'avez laissé entendre, n'est-ce pas? Oui. Cette franchise directe la désarçonna un instant. Elle s'était attendue à des détours, à des demi-vérités qu'elle aurait dû démêler. Quelle était la nature de votre relation avec Édouard? Lucien s'approcha lentement de la fenêtre, regardant lui aussi la rue qui s'animait progressivement. Quand il parla, sa voix était basse, mais claire. Nous n'étions pas amis si c'est ce que vous demandez. Mais nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises, notamment au sujet des affaires coloniales. Les accusations qu'il portait, précisément. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elle touchait au cœur du mystère. Édouard accusait plusieurs familles influentes de corruption dans les affaires coloniales. Il avait des preuves, disait-il, mais personne ne l'a soutenu. Il est mort avant de pouvoir les présenter publiquement. Je sais tout cela, dit Lucien doucement. J'étais là, vous étiez. Où? À la réunion privée où votre mari a présenté ses accusations pour la première fois. J'étais parmi ceux qui auraient pu le soutenir, et qui ont choisi de ne pas le faire. La révélation frappa Hélène comme un coup physique. Elle recula d'un pas, cherchant instinctivement le soutien d'un fauteuil proche. Vous avez refusé de le soutenir, alors que vous saviez qu'il disait vrai, la vérité. Lucien hésita, cherchant visiblement ses mots. La vérité n'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Les accusations d'Édouard étaient fondées. Oui, mais les révéler publiquement aurait détruit non seulement les coupables, mais des dizaines de familles innocentes, des institutions respectables, peut-être même ébranler la confiance dans notre gouvernement à un moment où la République était encore fragile. Alors vous avez choisi le silence, la prudence. J'ai choisi ce que je croyais être le moindre mal, corrigea-t-il doucement. Un règlement discret des affaires les plus graves, des réformes progressives plutôt qu'un scandale dévastateur. Et mon mari est mort seul, désavoué par tous, sa réputation en lambeaux. La douleur dans la voix d'Hélène était palpable. Lucien la regarda directement, sans chercher à se dérober. Oui, et c'est une dette que je porte depuis ce jour, une dette envers lui. Ou envers moi, let's do, mais surtout envers vous. Car dans notre calcul prudent du bien commun, nous avons sacrifié non seulement Édouard, mais aussi la femme qu'il aimait. Hélène ferma brièvement les yeux, assaillie par les souvenirs. Les derniers mois de la vie d'Édouard avaient été un cauchemar, portes qui se fermaient, amis qui s'éloignaient, murmures qui les suivaient partout. Après sa mort officiellement d'une fièvre, mais Hélène avait toujours soupçonné un suicide déguisé. Elle avait été reléguée au statut de veuve embarrassante, celle dont le mari avait failli causer un scandale. Alors votre intérêt pour moi, votre intervention lors du dîner, tout cela n'était que remords, une tentative de réparer votre silence passé. Lucien s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. Au début, oui, je ne peux pas le nier. Quand j'ai entendu votre sœur vous humilier ainsi, j'ai vu l'occasion de faire ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, prendre position publiquement. Et maintenant, la question était à peine audible. Le duc hésita, puis répondit avec une honnêteté désarmante. Maintenant, je vous connais, Hélène, non pas comme la veuve de Rosières, mais comme une femme d'une dignité et d'un courage remarquables.
une femme que j'en suis venu à admirer profondément pour elle-même, au-delà de toute dette ou obligation. Le silence qui suivit était lourd de tout ce qui restait à dire. Par la fenêtre, la lumière du jour grandissant transformait lentement la pièce, révélant les détails que l'aube avait gardés dans l'ombre. « Je comprends si vous ne pouvez pas me pardonner », ajouta finalement Lucien. « Je ne suis pas sûr de me pardonner moi-même. » Hélène le regarda longuement, cherchant dans ses yeux gris la vérité derrière les mots. Ce qu'elle y trouva n'était ni la culpabilité calculatrice d'un homme cherchant l'absolution, ni l'orgueil blessé d'un puissant contraint à l'humilité. C'était simplement la fatigue morale d'un homme qui avait porté trop longtemps le poids d'un choix impossible. « Je ne sais pas encore ce que je ressens, Lucien, dit-elle, utilisant pour la première fois son prénom. Mais je vous remercie pour votre honnêteté. C'est plus que la plupart des hommes m'ont jamais accordé. » Le soleil désormais levé illuminait pleinement la pièce, révélant crûment les vestiges de la soirée passée, cire fondue, cendres froides, verre vide. Un nouveau jour commençait porteur de vérités nouvelles et de choix à faire. Les jours qui suivirent leur conversation à l'aube furent, pour Hélène, une période de profonde réflexion. Elle se retira temporairement de la vie mondaine, prétextant une légère indisposition. En réalité, elle avait besoin de solitude pour démêler l'écheveau complexe de ses émotions. La révélation de Lucien avait fait ressurgir des souvenirs douloureux, des questions jamais vraiment résolues sur les derniers jours d'Édouard. Mais étrangement, au lieu d'approfondir sa blessure, cette vérité semblait l'avoir en partie cicatrisée. Comme si nommer enfin ce qui s'était passé lui permettait de l'affronter pleinement, au lieu de vivre dans l'ombre d'un non-dit. Une semaine après leur rencontre matinale, Hélène fit porter un message au duc, l'invitant à la rejoindre pour une promenade dans le jardin du Luxembourg. Un lieu public, mais suffisamment vaste pour permettre une conversation privée. Il faisait un temps splendide, l'un de ces jours de printemps où Paris semble se parer de toutes ses grâces. Les marronniers en fleurs, les parterres soigneusement entretenus, les enfants jouant près du bassin, tout respirait une vitalité qui contrastait avec les semaines de réclusion d'Hélène. Lucien l'attendait près de la fontaine Médicis, son chapeau à la main, le visage empreint d'une gravité attentive. Quand il la vit approcher, quelque chose dans son expression s'adoucit, et il resta immobile, lui laissant l'initiative de cette rencontre qu'elle avait sollicitée. « Monsieur le duc, dit-elle en s'inclinant légèrement. »« Madame, répondit-il avec la même formalité. » Ils marchèrent un moment en silence, côte à côte, mais sans se toucher, observant les promeneurs, les statues, les jeux de lumière à travers les feuillages. C'était un silence confortable, sans la tension qui avait marqué leur dernière rencontre. « J'ai beaucoup réfléchi, dit finalement Hélène, à ce que vous m'avez révélé, à Édouard, à ces 2 dernières années. » Lucien l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « J'ai compris quelque chose d'important, poursuivit-elle. Quelque chose que j'avais perdu de vue. Je ne suis pas seulement la veuve d'Édouard de Rosières. Je ne suis pas définie uniquement par sa mort, par son combat ou par ce que la société a décidé de voir en moi. » Elle s'arrêta près d'un marronnier en fleurs, touchant doucement l'écorce rugueuse. « Je suis Hélène, j'ai mes propres pensées, mes propres choix à faire, et l'un de ces choix est de ne plus vivre dans l'ombre du passé. » Lucien la regardait avec une intensité qui aurait pu être intimidante si elle n'y avait pas lu un respect profond. « Quant à vous, continua-t-elle en se tournant pleinement vers lui, j'ai décidé de ne pas vous juger pour un choix impossible fait dans des circonstances que je ne peux pas pleinement comprendre. Peut-être avez-vous eu tort, peut-être aviez-vous raison, ce n'est plus à moi d'en décider. Votre générosité me touche, dit-il doucement, mais je ne cherche pas l'absolution. Ce n'est pas de l'absolution que je vous offre, Lucien, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que nous sommes tout de plus que nos erreurs ou nos pertes, que nous méritons peut-être une chance de découvrir qui nous pouvons être, ensemble, au-delà des ombres du passé. » Un léger sourire éclaira le visage austère du duc. Il s'inclina devant elle non pas avec la politesse formelle de l'aristocrate, mais avec la déférence sincère d'un homme reconnaissant la force morale de celle qui lui faisait face. « Je ne suis pas une veuve, affirma Hélène avec une clarté nouvelle dans la voix. Je suis Hélène. » Lucien lui tendit la main paume ouverte dans un geste qui n'exigeait rien mais offrait tout. « Et je serais honoré de connaître Hélène si elle veut bien m'accorder ce privilège. » Elle plaça sa main dans la sienne, sentant la chaleur de ce contact simple mais significatif. Elle le veut bien. Autour d'eux, Paris continuait sa vie bruyante et colorée. Mais dans ce moment de choix conscient de reconnaissance mutuelle, Hélène sentit qu'une page se tournait, enfin non pas effaçant le passé, mais l'intégrant dans un présent plus vaste, plus lumineux, où elle pourrait exister pleinement comme elle-même. 6 mois plus tard, l'hôtel particulier des Montfaucon, habituellement austère et peu ouvert aux réceptions mondaines, accueillait une assemblée inhabituelle. Dans le grand salon aux boiseries sombres, une 50aine de femmes de tous âges et conditions étaient réunies autour d'Hélène qui, debout près de la cheminée, présentait avec passion le projet qui l'occupait désormais.
L'association pour le soutien aux veuves n'est pas une œuvre de charité ordinaire, expliquait-elle, son visage animé d'une énergie que ses anciennes connaissances auraient peine à reconnaître. Nous ne cherchons pas seulement à apporter une aide matérielle, mais aussi à changer le regard de la société sur les femmes qui ont perdu leur mari. Un veuvage n'est pas une fin, mais une transition. Ces femmes ont des compétences, des ambitions, des rêves qui méritent d'être reconnus et soutenus. Parmi l'assistance attentive, on remarquait plusieurs figures influentes de la haute société parisienne, dont la comtesse de Mérignac et, plus surprenant encore, Alix de Rosières. Cette dernière, assise au dernier rang, observait sa sœur avec une expression complexe où se mêlait l'étonnement, une certaine fierté réticente et peut-être une pointe d'envie. Le duc de Montfaucon se tenait légèrement en retrait, près d'une fenêtre. Il ne présidait pas la réunion, ne cherchait pas à s'approprier l'initiative d'Hélène. Il était simplement présent, offrant le cadre de sa maison et le poids de son nom à une cause qu'il jugeait juste. Après la présentation, tandis que les invités échangeaient autour de rafraîchissements, Lucien s'approcha discrètement d'Hélène. « Vous avez été remarquable, dit-il simplement. L'idée vous paraissait pourtant bien audacieuse au début, répondit-elle avec un sourire. J'ai appris à ne plus sous-estimer votre détermination. » Leur relation avait évolué au cours des derniers mois, devenant une alliance fondée sur le respect mutuel et une affection qui, pour être discrète, n'en était pas moins profonde. Ils n'étaient pas mariés, pas encore, mais le monde les considérait déjà comme un couple établi, une association qui semblait naturelle à ceux qui les voyaient ensemble. Ce qui avait commencé comme un geste de réparation s'était transformé en quelque chose de plus authentique, une reconnaissance de leurs forces et faiblesses respectives, une acceptation de leurs passés imparfaits et surtout une volonté commune de construire quelque chose de significatif. Alix s'approcha d'eux, son habituelle assurance légèrement tempérée par les circonstances. « Une initiative impressionnante, ma sœur, dit-elle avec une sincérité surprenante. Je dois avouer que je ne vous croyais pas capable d'une telle ambition. » « Nous nous connaissons si peu en vérité, répondit doucement Hélène. Peut-être est-il temps de remédier à cela. » Un bref instant de vulnérabilité traversa le regard d'Alix avant qu'elle ne reprenne son masque mondain. Peut-être en effet. Tandis qu'Alix s'éloignait pour saluer une connaissance, Lucien observa Hélène avec une admiration non dissimulée. « Vous continuez à m'étonner. Offrir une réconciliation à celle qui vous a tant blessé. Je ne suis plus définie par mes blessures, répondit simplement Hélène. Et je refuse de définir les autres par les leurs. » Le soleil de l'après-midi entrait à flot par les hautes fenêtres, baignant la pièce d'une lumière dorée qui semblait symboliser la transformation qui s'était opérée. Là où il y avait eu humiliation, il y avait maintenant dignité. Là où le silence avait régné, des voix s'élevaient. Et dans ce salon où des mois plus tôt, une femme avait déclaré qu'aucun homme ne voudrait jamais d'une veuve, se tenait maintenant Hélène, non plus définie par son veuvage ou par l'homme à ses côtés, mais par ses propres choix, sa propre force. « Savez-vous ce qui me plaît le plus dans tout ceci ?» demanda-t-elle à Lucien alors qu'ils regardaient ensemble la salle animée. « Dites-moi, c'est que nous avons tous deux cessé de n'être que nos titres ou nos rôles. Vous n'êtes plus seulement le duc, l'arbitre des réputations. Je ne suis plus seulement la veuve, l'objet de pitié ou de mépris. Nous sommes devenus, simplement, Lucien et Hélène. » Il prit doucement sa main, un geste discret mais significatif dans ce monde où chaque interaction était codifiée. « Et c'est plus que suffisant, murmura-t-il. » Dans la lumière claire de ce jour nouveau, leur histoire continuait non pas comme une réparation du passé, mais comme une promesse d'avenir, une promesse fondée non sur l'illusion romantique, mais sur la reconnaissance mutuelle de deux êtres qui avaient choisi, en pleine conscience, de marcher ensemble vers la lumière.